Salut tout le monde, avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd de son attrait et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et cela nous aide à continuer à vous proposer un contenu génial. Votre soutien signifie le monde. Continuons à développer cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. D'accord, Reddit. Cela va être long. Moi, une femme de 19 ans, j'ai besoin d'écrire ça parce qu'honnêtement, j'ai la tête qui tourne avec tout ce qui s'est passé. Je n'aurais vraiment jamais pensé partager l'histoire de ma vie ici, mais peu importe. Voilà. Tout a commencé lorsque mon père a reçu un diagnostic de cancer. J'avais 14 ans, je venais de commencer le lycée, je pensais que mon plus gros problème allait être l'algèbre ou quelque chose du genre. Papa se sentait fatigué depuis un moment, mais nous pensions que c'était juste le stress du travail, vous savez. Puis, un mardi après l'école, maman m'a fait asseoir dans notre cuisine et m'a dit qu'il avait un cancer du pancréas de stade 4. Les 6 mois suivants, c'était comme regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Papa est tombé très vite malade, a perdu tous ses cheveux, a perdu tellement de poids. Son maillot préféré des Chicago Bears ressemblait à une tente sur lui. Il essayait de continuer à plaisanter. Il m'a toujours aidé avec mes devoirs de mathématiques même s'il pouvait à peine s'asseoir. La dernière chose qu'il m'a dite a été « Ne laisse pas la cuisine de ta mère te tuer avant mon retour » lorsqu'ils l'ont emmené à l'hôpital pour la dernière fois. C'était juste pour papa, il essayait toujours de me faire rire. Il est décédé un jeudi. Je m'en souviens parce que c'était censé être une soirée pizza. Nous avions toujours un plat profond le jeudi et je le faisais depuis que je suis petite. Au lieu de cela, j'étais assis dans une salle d'attente d'hôpital avec ces stupides lumières fluorescentes vacillantes, regardant ma mère pleurer dans son téléphone tout en le disant à nos proches. Je pensais que ça allait être la pire partie de ma vie. Mon garçon, avais-je tort? Maman l'a complètement perdu après la mort de papa. J'ai commencé à sortir ensemble environ 2 mois plus tard. Elle a dit qu'elle avait besoin de se sentir à nouveau vivante ou autre. C'est comme ça qu'elle a rencontré Derek. Un homme riche, du genre promoteur immobilier. Il a commencé à venir tout le temps, apportant des cadeaux fantaisie à maman, l'emmenant en week-end. J'ai essayé d'être heureux pour elle. Je l'ai vraiment fait. Papa ne voudrait pas qu'elle soit triste pour toujours, n'est-ce pas? Mais ensuite, elle a épousé Derek moins d'1 an après la mort de son père. Je ne m'ai même pas dit qu'ils étaient fiancés. Je l'ai découvert lorsqu'elle m'a dit d'essayer une robe de demoiselle d'honneur junior qu'elle avait déjà achetée. Le mariage a eu lieu dans un country club chic à Newport Beach. Tous les amis riches de Derek étaient là, nous regardant comme si nous étions une sorte de charité que Derek avait adoptée. J'ai passé la majeure partie de la réception à me cacher dans la salle de bain pour essayer de ne pas pleurer. C'est à ce moment-là que tout a vraiment changé. Maman et Derek ont emménagé dans son immense maison à Newport Beach. Nous parlons d'un de ces endroits avec une piscine et un court de tennis. Mais devinez quoi? Il n'y avait pas de place pour moi. Maman a dit que je serais plus à l'aise de vivre avec la sœur de papa, tante Lisa, à Chicago. Plus confortable pour qui, maman? Alors, j'ai été expédié à Chicago comme un colis dont personne ne voulait. Tante Lisa vit dans cette immense maison de Lincoln Park avec oncle Marcus et mes cousins Michael, 17 ans, et Rebecca, 18 ans. Nous étions très proches quand nous étions enfants. Ils venaient nous rendre visite chaque été et nous passions des semaines à inventer des jeux stupides et à construire des forts en couverture. Mais bon, tout était différent une fois que j'ai emménagé. Soudain, je n'étais plus leur cousin d'été amusant. J'étais cette personne supplémentaire indésirable dans leur maison. Ils ont commencé à agir comme si je prenais leur place, mangeais leur nourriture, respirais leur précieux air ou quelque chose du genre. Michael renversait accidentellement mes affaires tout le temps. Rebecca faisait ses petits commentaires sur le fait que ses vêtements étaient trop beaux pour me les prêter quand je suis arrivé là-bas et que je n'avais pas de trucs d'hiver. Mais tante Lisa était la pire. J'ai dit très clairement que j'étais un fardeau. J'ai commencé à me facturer un loyer même si j'étais encore au lycée. Qui fait ça? La partie vraiment foirée? Maman a juste arrêté d'appeler, complètement. Elle envoyait parfois de l'argent, mais pas assez pour couvrir le loyer facturé par tante Lisa. Mais c'était tout. Quand j'essayais de l'appeler, elle était toujours trop occupée par sa nouvelle vie, trop occupée au yoga, trop occupée aux événements caritatifs, trop occupée pour parler à son propre enfant.
Je voyais sur Facebook des photos d'elle et Derek en vacances en Europe, lors de soirées chic, vivant cette toute autre vie où je n'existais pas. Elle a même archivé toutes nos vieilles photos de famille, celles avec papa et moi. J'ai dit qu'il ne correspondait pas à l'esthétique de son nouveau profil, comme si j'étais juste de vieux meubles qui n'allaient pas avec son nouveau décor. J'ai commencé à faire ces rêves lorsque j'étais de retour dans notre ancienne cuisine où tout était normal. Maintenant, je me réveillais en pleurant dans cette chambre étrange de la maison de tante Lisa, en regardant ces papiers peints fantaisie qui coûtaient plus que toute ma garde-robe, avec l'impression d'avoir perdu mes 2 parents au lieu d'un seul. Donc, après ce premier mois chez tante Lisa, elle me frappe avec cette augmentation de loyer à cause des taxes foncières ou autres. Je me dis, j'ai 15 ans, mais d'accord, je suppose que j'ai besoin d'un travail. C'est à ce moment-là que ma cousine Rebecca me parle si gentiment de cette laverie ouverte 24 heures sur 24 qui recrute dans ce qu'elle appelle le quartier louche de Chicago. C'est ce bâtiment délabré coincé entre un magasin à $1 fermé et ce super atelier de réparation de téléphone qui, j'en suis presque sûr, ne répare jamais aucun téléphone. Le propriétaire, ce vieil homme nommé Jerry, me jette un coup d'œil et dit « Tu es bien trop jeune pour travailler de nuit ». Mais ensuite je lui ai dit que je pouvais commencer ce soir-là et que je ne me plaindrais pas du salaire. Et soudain, mon âge n'était plus si grave. Ma vie est donc devenue un emploi du temps fou qui, honnêtement, me donne encore de l'anxiété en y pensant. De minuit à 6 heures du matin à la laverie où j'ai dû faire face aux personnes les plus étranges que l'on puisse imaginer. Le pire, ce n'étaient même pas les clients bizarres. C'était à quel point il faisait froid dans cet endroit. Le chauffage fonctionnait à peine et les hivers à Chicago ne sont pas une blague. Je porterai 3 sweats à capuche juste pour survivre à mon quart de travail. Ils n'ont jamais mis cela dans la description de poste, n'est-ce pas? Mais un seul emploi ne suffisait pas à couvrir le loyer de tante Lisa, ainsi que les choses de base, comme, vous savez, la nourriture et les fournitures scolaires. J'ai donc aussi commencé à travailler dans cette station-service appelée Quick Stop à partir de 16 heures. À 22 heures c'est là que mes chers cousins ont décidé de rendre ma vie encore plus amusante. Vous voyez, Quick Stop était juste à côté de leur école privée chic où les frais de scolarité coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en un an. Michael et ses amis ont trouvé hilarant de venir pendant mon travail et de saccager l'endroit. Ils renversaient les présentoirs de chips que je venais d'organiser, renversaient accidentellement leurs Slurpees sur le sol, laissaient des sacs de viande de bœuf séchés ouverts partout. Mais Rebecca était pire. Elle était plus sournoise à ce sujet. Elle venait avec ses amis Pom-Pom Girls, et elle faisait ce truc où elle parlait de moi très fort comme si je n'étais pas là. Oh mon Dieu, peux-tu imaginer devoir travailler ici? Jean, je mourrais littéralement. Ou, you, regarde son uniforme. Il est tellement en polyester. Ensuite, il prenait ces horribles photos de moi essayant de nettoyer leurs dégâts et les publiait sur leurs réseaux sociaux. Les affaires scolaires se sont également détériorées. J'allais au lycée public à proximité et, d'une manière ou d'une autre, Rebecca faisait en sorte que tout le monde connaisse mon travail. Les gens ont commencé à laisser des pièces sur mon bureau pour faire la lessive. Quelqu'un a collé une étiquette nominative sur mon casier qui disait « fille laveuse ». Vraiment créative, les gars. Merci. En fait, je dormais pendant tous mes cours, car qui peut rester éveillé quand on travaille de minuit à 6 heures, qu'on essaie de faire ses devoirs de 7 heures à 14 heures, puis qu'on travaille à nouveau à partir de 16 heures? À 22 heures? Mes notes ont commencé à baisser. Les enseignants n'arrêtaient pas de demander si tout allait bien à la maison. Je leur ai juste dit que je m'adaptais au déménagement. La seule bonne chose dans le travail de laverie automatique était ce sans-abri nommé Pet qui venait presque tous les soirs. Il n'était pas comme les autres clients bizarres. Il m'a montré comment réparer la machine à quart lorsqu'elle restait bloquée et m'a appris quels clients pouvaient laisser glisser lorsqu'il leur manquait un quart. Un soir, Pet me dit, « Kid, tu vis en mode expert en ce moment. » M'a fait rire pour la première fois depuis des semaines. Il a disparu lorsque l'hiver a frappé. Je m'inquiète encore parfois de ce qui lui est arrivé. L'oncle Marcus était propriétaire du bâtiment, mais je ne l'y ai jamais vu. Il a demandé à cette société de gestion immobilière de tout gérer. Parfois, je voyais ces voitures de luxe passer très lentement tard dans la nuit. Plus tard, il a découvert qu'il enverrait des gens vérifier les lieux. Je suppose qu'il me surveillait plus que je ne le pensais. Pendant ce temps, maman envoie des SMS aléatoires comme « J'espère que tu vas bien », mais ne répond jamais vraiment lorsque j'appelle. Son Instagram regorgeait de photos des soirées sur le yacht et des galas de charité de Derek. Ça doit être agréable d'avoir autant de temps pour la charité quand son propre enfant a 2 boulots pour survivre.
Tante Lisa ne cessait de trouver des raisons d'augmenter le loyer. Les services publics ont augmenté. Les frais HOA ont augmenté. Votre chambre est un bien immobilier de premier ordre. Genre, oui, je suis sûr que cette salle de stockage reconvertie au sous-sol avec les champignons étranges qui poussent dans le coin est vraiment un bien immobilier de premier ordre à Chicago. J'ai commencé à cacher de l'argent dans ce vieil ours en peluche que mon père m'avait offert avant de mourir. J'avais tout ce plan qu'une fois que j'aurais économisé suffisamment, j'aurais mon propre logement. Mais chaque fois que je m'approchais d'un montant décent, quelque chose survenait. Frais de scolarité, bottes d'hiver quand mes anciennes sont tombées en morceaux. Cette fois-là, Michael a accidentellement reculé sa voiture contre la mienne et j'ai dû payer les réparations moi-même. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un jour quand je rentrais de mon service à la station-service et que j'ai trouvé ma chambre complètement détruite. L'ours a été éventré, bourré partout, et devinez quoi? Toutes mes économies ont disparu. Rebecca a juré qu'elle faisait juste le ménage et qu'elle n'avait aucune idée de l'argent. Ouais, c'est vrai. La même semaine, tante Lisa descend dans ma chambre au sous-sol et me dit que le loyer augmente encore. Pas seulement un peu, nous parlons double. Il a dit quelque chose sur l'augmentation de la valeur des propriétés dans la région. J'ai fait le calcul et j'ai réalisé que même avec les 2 emplois, je ne pouvais plus me le permettre. Mais voici le problème. J'avais suivi des cours dans ce collège communautaire voisin. Rien d'extraordinaire, juste des exigences de base, essayer d'avancer tout en étant encore au lycée. Le conseiller là-bas m'a dit que je pourrais peut-être obtenir une aide financière si je suivais plus de cours. Cela signifiait que je devais faire un choix. Continuer à payer le loyer fou de tante Lisa ou essayer de faire des études. J'ai donc choisi l'éducation. Je n'avais pas vraiment de plan. Je savais juste que je ne pouvais plus rester là. J'ai emballé ce qui pouvait tenir dans ma Toyota. La voiture avait d'étranges taches de rouille partout, et la chaleur ne fonctionnait que si vous frappiez le tableau de bord exactement au bon endroit, mais c'était le mien. La première nuit, dormir dans cette voiture a été plutôt paisible. Garé derrière le tapis, j'ai utilisé mes clés de travail pour me faufiler et utiliser la salle de bain. J'avais toute cette configuration, j'avais incliné le siège du conducteur complètement en arrière, j'avais utilisé mon sac à dos de travail comme oreiller, superposé comme 5 couvertures que j'avais empruntées dans la boîte des objets trouvés. Je me suis dit, ce n'est pas si mal. Puis l'hiver est arrivé. Le vrai hiver de Chicago. Le genre où votre broche gèle avant de toucher le sol. La batterie de ma voiture a commencé à se décharger à cause du froid, je ne pouvais donc pas beaucoup chauffer. Le plus dur n'était même pas le froid ou le manque de sommeil. J'essayais d'avoir l'air normal à l'école. Par exemple, essayez d'expliquer à votre professeur de chimie pourquoi vos devoirs sont tous froissés et sentent la lessive, ou pourquoi vous portez les 3 mêmes tenues encore et encore. Le conseiller scolaire n'arrêtait pas d'essayer de me parler, mais qu'allais-je dire? Oh ouais. Je vis dans ma voiture, mais ne vous inquiétez pas, elle est garée dans une très jolie ruelle. Puis mon cher cousin Michael a décidé de jouer au détective. Je suppose qu'il s'est méfié de la raison pour laquelle je n'étais plus à la maison. Il m'a suivi une nuit après mon quart de travail à la laverie. Le lendemain, leur TikTok avait toute cette série de vidéos intitulée Mon cousin sans abri, un documentaire. Ils ont tout filmé. Mes fenêtres couvertes de givre, moi essayant d'étudier en utilisant la lumière de l'enseigne de la laverie automatique. Ils m'ont même surpris une fois en train de changer de vêtements sur la banquette arrière. Les vidéos sont devenues virales dans leur cercle d'enfants riches. Les gens ont commencé à passer devant la laverie la nuit, klaxonnant, jetant des trucs sur ma voiture. Les flics ont également commencé à venir davantage. Toutes les 2 nuits, on frappait à ma fenêtre. Je ne peux pas dormir ici, mademoiselle. Alors, je conduisais jusqu'à ce qu'ils partent, puis je revenais. J'ai passé beaucoup de nuits à tourner en rond, à regarder ma jauge d'essence descendre de plus en plus bas, en priant pour en avoir assez pour me rendre au travail le lendemain. Mais tu sais ce qui est bizarre? J'ai commencé à remarquer ce SUV noir garé de l'autre côté de la rue certains soirs. Toujours dans un endroit différent, mais toujours là. Vitres teintées, moteur tournant. J'ai d'abord pensé que c'était des flics ou peut-être un sale type, mais ils ne m'ont jamais dérangé. Je suis resté assis là comme s'ils regardaient. La température est tombée à -15 degrés Fahrenheit une nuit. Le genre de rhume qui fait mal aux yeux. Ma voiture ne démarrait pas, le téléphone était mort et la laverie automatique était fermée pour réparation. Je pensais, eh bien, ça y est. C'est comme ça que je meurs.
Ils vont me retrouver gelé comme ces rats dans la ruelle. Je me suis enveloppé dans tous les vêtements que je possédais et j'ai essayé d'avoir des pensées chaleureuses. C'est à ce moment-là que quelqu'un a frappé à ma fenêtre. J'ai levé les yeux et j'ai vu oncle Marcus debout dans la neige, comme s'il était tout à fait normal de sortir à 2 heures du matin par des températures arctiques. Il dit simplement, « Je pense que nous devons parler ». Il s'avère que le SUV noir, c'était le sien. Il me surveillait depuis des semaines à travers les caméras de sécurité de la laverie automatique, en voyant des gens me surveiller. Il a dit qu'il voulait voir de quoi j'étais fait. Qui fait ce genre de test foireux? Mais honnêtement, à ce moment-là, j'avais trop froid pour me soucier de ces étranges méthodes d'enseignement. Donc, j'étais là, en train de me transformer en glace humaine dans ma voiture, et oncle Marcus se tient là, dans son coûteux manteau de laine, me regardant par la fenêtre. Je pense qu'il va me faire la leçon ou appeler les flics ou quelque chose du genre. Au lieu de cela, il dit, « Mon bureau est mieux chauffé. » C'est une situation tout à fait normale. Son bureau était cette petite pièce au-dessus de la laverie automatique dans laquelle je n'étais jamais allé auparavant. Il s'est avéré qu'il disposait de tout cet espace privé là-haut, un bureau, un mini-réfrigérateur, une cafetière et même une petite salle de bain. Pendant que je décongèle mes doigts autour de cette tasse de très bon café, il reste assis là à me regarder comme s'il essayait de résoudre un casse-tête. Finalement, il dit, « Tu sais, ton père et moi aussi dormions dans une voiture. » Quoi? J'ai failli laisser tomber mon café. Vous voyez, j'avais toujours connu oncle Marcus comme ce riche et fou de l'immobilier qui portait des costumes qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Mais ensuite il commence à me raconter cette histoire que je n'avais jamais connue. Apparemment, lui et mon père ont grandi dans la pauvreté. Par exemple, leur mère avait 3 emplois et ils ne pouvaient toujours pas payer le loyer la plupart des mois. Un peu pauvre. Oncle Marcus sort son téléphone et me montre cette photo ancienne de 2 adolescents maigres assis dans une camionnette en train de manger des haricots directement sortis de la boîte de conserve. « C'est ton père à gauche, dit-il. » Et oui, le même sourire maladroit dont je me souvenais, juste sur un visage beaucoup plus jeune. Pendant tout le temps qu'il me raconte cette histoire, je suis assis là à essayer de la comprendre. Comment sont-ils passés d'adolescents sans abri à, eh bien, ça? C'est à ce moment-là qu'il me parle de la laverie. Le propriétaire d'origine les laissait traîner à l'intérieur pendant les nuits très froides. Il l'aidait à réparer les machines, à nettoyer, tout ce qu'il fallait faire. Lorsque le propriétaire est tombé malade, il a proposé de leur vendre l'endroit. Papa venait juste de commencer l'université grâce à une bourse, mais oncle Marcus travaillait dans le bâtiment et économisait chaque centime. Le propriétaire le lui a donc vendu pour rien. C'était sa première propriété. Puis il commence à sortir tous ses vieux documents de son bureau. Acte de propriété, contrat, plan d'affaires, le tout avec les notes de mon père dans les marges. Quand ton père est tombé malade, poursuit oncle Marcus, il m'a fait promettre 2 choses. Premièrement, prendre soin de toi. Deuxièmement, m'assurer que tu apprennes à prendre soin de toi. Puis il me lance ce regard et dit, « Je dois dire que tu réussis mieux dans la deuxième partie que ce à quoi je m'attendais. » Je suis assis là, essayant de ne pas pleurer, et j'échoue assez gravement, pour être honnête, quand il laisse tomber la vraie surprise. Il s'avère qu'il possède maintenant la moitié du pâté de maison autour de la laverie automatique. Immeuble d'appartements, magasin, même ce lieu de réparation de téléphone peu précis. Et il m'a surveillé à travers les caméras de sécurité pendant tout ce temps, envoyant ces hommes dans le SUV pour me surveiller. Vous avez occupé 2 emplois sans vous plaindre. Vous avez maintenu vos notes. Vous avez trouvé des moyens de survivre auxquels la plupart des gens ne penseraient pas. Vous avez même fait fonctionner cette laverie mieux que le manager que j'ai embauché. En fait, il a souri quand il a dit cette dernière partie. Jerry m'a dit que tu avais réparé le quart de machine. Il a fallu 3 essais à mon technicien de maintenance pour comprendre ça. C'est à ce moment-là qu'il sort cette clé, disant que c'est pour l'appartement au-dessus de son bureau. Un studio entier dont je ne connaissais même pas l'existence. Il m'a dit que c'était le mien. Pas de loyer, tant que je continue à travailler à la laverie et que mes notes restent bonnes. J'ai essayé de dire non. Ça ressemblait trop à de la charité ou quelque chose comme ça, mais il a arrêté ça très vite. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Vous avez le cerveau de votre père et votre propre détermination. J'investis là-dedans. Puis il me montre tout ce dossier. Il a conservé des copies de mes dossiers scolaires, des rapports de travail de Jerry, et même des captures d'écran de ces horribles TikTok réalisés par Michael et Rebecca.
Il pensait qu'il vous faisait honte, dit-il. Tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui refusait de se briser. C'est bizarre, tu sais. Pendant tout ce temps, je pensais qu'il était un type riche et froid qui s'en fichait, qui laissait sa femme me traiter comme un déchet. Il s'avère qu'il me testait. Une façon foirée de le faire. Ouais, mais je comprends un peu maintenant. Il voulait voir si j'avais ce que mon père avait. Cette chose qui te fait continuer quand tout est contre toi. Avant que je quitte son bureau ce soir-là, il a dit autre chose à propos de papa. M'a raconté leur dernière conversation quand papa était à l'hôpital. Papa lui a fait jurer de ne pas tout me donner. J'ai dit que je devais d'abord apprendre à être fort par moi-même. Mais oncle Marcus a ajouté, il a aussi dit de savoir quand c'était assez. Et gamin, tu as plus que fait tes preuves. J'ai passé cette nuit dans un vrai lit pour la première fois depuis des mois. L'appartement n'était pas luxueux, juste une chambre avec une kitchenette et une salle de bain, mais il faisait chaud, propre et sûr. Mais le matin après qu'oncle Marcus m'a donné l'appartement, je me suis réveillé avec mon téléphone explosant avec les SMS de tante Lisa. Il s'avère que Michael était passé devant la laverie automatique pour se rendre à l'école et m'a vu descendre de l'appartement à l'étage. Il a pris des photos parce que, bien sûr, il l'a fait. Tante Lisa se présente à la laverie pendant mon quart de travail, portant ses vêtements de sport de marque et ayant l'air sur le point d'exploser. Elle commence à crier sur la façon dont j'essaie de lui voler son mari, sur la façon dont je l'ai séduit ou autre. Genre, oui, tante Lisa, je l'ai totalement séduit en étant sans abri et en réparant des machines à laver. Hyper sexy. Les clients regardaient tous. Et cette vieille dame qui vient tous les mercredis laver les couvertures de son chat a en fait commencé à enregistrer tout cela sur son téléphone. Tante Lisa dit toutes ces conneries sur le fait qu'elle a toujours su que je constituais un problème. Je suis comme ma mère qui essaie de profiter des hommes riches. Je me tiens juste là, une serpillière à la main, portant mon uniforme de travail, et je me demande, est-ce que ça se produit vraiment en ce moment? Puis Jerry sort de l'arrière-boutique et dit à tante Lisa qu'elle doit partir avant d'appeler les flics. Elle part, mais pas avant de m'avoir dit que ce n'est pas fini. Cette nuit-là, j'ai entendu Lisa et oncle Marcus se disputer à l'étage, dans son bureau. Leur voix était étouffée, mais je pouvais entendre tante Lisa crier à propos de cette fille et comment oses-tu. J'avais tellement honte, comme si j'avais ruiné leur mariage ou quelque chose du genre. J'ai découvert plus tard que tante Lisa avait dormi chez son amie cette nuit-là. Quand j'ai vu oncle Marcus le lendemain matin, il avait des cernes sous les yeux et m'a juste fait ce signe de tête fatiguée. Mais ce qui est étrange, c'est que ma mère a soudainement commencé à m'appeler pour la première fois depuis des mois, agissant de manière inquiète. Chérie, j'entends des choses troublantes, comme si elle avait le droit de s'inquiéter après m'avoir abandonné. Je suis sûr que quelqu'un, probablement Rebecca, lui a envoyé les rumeurs. Puis elle et Derek se présentent à mon appartement à l'improviste. Maman porte une de ses nouvelles tenues de créateur. Ses yeux scrutent mon petit studio. Oh, chérie, dit-elle. Mais cela semble plus calculateur qu'inquiétant. C'est pittoresque. Derek reste près de la porte comme s'il avait peur que la pauvreté soit contagieuse. Que faites-vous ici? Je demande, sans leur offrir de siège. De toute façon, il n'y a nulle part où s'asseoir, à moins qu'il ne veuille me rejoindre sur mon lit défait. Maman commence à arpenter mon petit espace. Nous avons entendu des choses sur vous et votre oncle Marcus. La façon dont elle le dit me fait mal au ventre. Et oncle Marcus? Allez, chérie, essaie-t-elle avec un sourire conspirateur. Je sais ce que tu fais. C'est intelligent. Vraiment? Je n'y aurais jamais pensé à ton âge. Penser à quoi? Se rapprocher de Marcus comme ça. Travaillant dans son entreprise, jouant la pauvre nièce abandonnée. Je suis sûr qu'il t'a promis beaucoup de choses. Cette prise de conscience me frappe comme une gifle. Tu penses que j'essaie d'avoir son argent? Eh bien, tu ne vis pas ici, tu travailles dans cette laverie, et tu ne passes pas tout ce temps avec lui? Ce que vous faites est évident. J'ai ri et ça a été dur. Évident pour qui? Toi. La femme qui m'a envoyé à Chicago et qui m'a oublié. Ce n'est pas juste. Non, tu sais ce qui n'est pas juste? Tu as disparu quand papa est mort. Tu as épousé Derek, quoi, dis-moi plus tard? M'a envoyé chez tante Lisa comme si j'étais un vieux meuble qui ne correspondait pas à ta nouvelle décoration. J'étais en deuil, dit-elle, mais elle regarde sa montre chère, pas moi. Vous étiez en train de mettre à niveau, répondis-je.
Échanger contre une vie plus chic avec ton mari immobilier et tes galas de charité. Et maintenant? Tu as peur que je puisse récupérer une partie de l'argent de l'oncle Marcus avant toi? Derek s'avance alors. Toute fausse autorité. Maintenant, écoutez ici, jeune femme. Votre mère et moi sommes préoccupés par votre bien-être. Mon bien-être? Le rire éclate à nouveau, plus laid cette fois. Où était cette inquiétude lorsque tante Lisa me facturait un loyer à 15 ans? Quand j'avais 2 emplois et que je dormais dans ma voiture? Maman agite la main avec dédain. Ne sois pas dramatique. Lisa n'a jamais vérifié mes dossiers d'hôpital depuis que j'ai eu une bronchite en dormant dans cette voiture. Vérifier les fiches de paie de la station-service et de la laverie automatique. Vérifier les quittances de loyer que Lisa m'a fait garder. Oh, attends. Vous ne pouvez pas. Vous étiez trop occupé à publier des photos de vos soirées sur le yacht pour même répondre à mes appels. C'est de l'histoire ancienne, dit maman, mais elle joue avec son alliance. L'alliance de papa qu'elle avait améliorée avec des diamants plus gros. Nous sommes là pour vous aider maintenant. Derek a un ami qui dirige ce merveilleux internat en Suisse. Maintenant tu veux aider. Ma voix s'élève. Où viens-tu de découvrir qu'oncle Marcus m'enseigne le métier? Tu as peur que j'apprenne quelque chose? Obtenez un morceau de ce qui, selon vous, devrait vous appartenir. Le visage de maman change alors. Devient plus difficile. Abandonne complètement l'acte de mère concerné. Marcus était le frère de ton père. Tout ce qui lui appartient devrait me revenir. Sa femme, son ex-femme, je corrige, qui s'est remariée moins d'1 an après sa mort. Je le mérite. Elle commence, mais je l'interromps. Tu le mérites? Papa a aidé à bâtir cette entreprise. Lui et oncle Marcus ont commencé avec rien. Pendant que tu es occupé à planifier des galas de charité avec Derek, j'apprends à réparer des machines à laver, à gérer des livres et à aider les gens comme papa l'a fait. Ton père était professeur, crash TL. Il s'amusait avec les affaires de Marcus comme si c'était un passe-temps. Sortez, je montre la porte. Retournez à votre vie parfaite avec votre mari parfait. Allez planifier un autre gala de charité. Allez archiver d'autres photos de famille parce qu'elles ne correspondent pas à votre esthétique. Sortez de mon appartement. Derek essaie encore une fois. Maintenant, regarde ici. Non, tu vois ici. Je suis surpris de voir à quel point ma voix est stable maintenant. Je sais exactement pourquoi vous êtes tous les deux ici. Vous avez entendu dire que je travaillais avec oncle Marcus et vous avez eu peur. J'avais peur de gagner quelque chose qui, selon vous, devrait être le vôtre. Mais voici le problème. Je ne suis pas vous. Je ne suis pas là pour l'argent de qui que ce soit. Je suis ici parce qu'oncle Marcus m'a donné une chance quand tu m'as jeté. Le visage de maman devient rouge. Comment oses-tu? Comment oserais-je? Comment oses-tu venir ici en faisant semblant de te soucier de mon bien-être alors que tout ce qui t'importe c'est ton compte bancaire? Je me dirige vers la porte et l'ouvre. Au fait, maman, ce tailleur pantalon te donne l'air désespéré. Ils partent, maman marmonnant quelque chose à propos d'ingratitude, et Derek déjà au téléphone. Je ferme la porte et me glisse contre elle en tremblant. À travers les murs minces, j'entends la voix de maman. Je t'avais dit que cela arriverait. Ce petit chercheur d'or va essayer de tout prendre. Donc, après tout le drame avec l'arrivée de maman et Derek, les choses sont devenues étrangement calmes pendant environ 1 semaine. J'étais au travail un soir quand Michael est arrivé en courant dans la laverie automatique. Il avait l'air effrayé. Il s'avère qu'il utilisait l'iPad de tante Lisa. Un message est apparu d'une personne enregistrée sous le nom ODE qui disait simplement « Tout est prêt pour la semaine prochaine. Lisa, bébé, nous allons enfin être libres. » Michael, étant un enfant curieux, a ouvert les messages. Je suppose que tante Lisa ne s'est jamais déconnectée de ses comptes sur cet iPad. Vous tous, le D était Derek, comme mon beau-père, Derek. Comme le mari de ma mère, Derek. Ils envoyaient des SMS depuis des mois. Michael a également trouvé tous ses emails. Il prévoit qu'ils prendront beaucoup d'argent dans les affaires de l'oncle Marcus et s'enfuiront ensemble. Il le préparait depuis presque 1 an. Chaque fois que tante Lisa augmentait mon loyer, cet argent allait directement sur un compte secret. Michael est arrivé parce qu'il ne savait pas quoi faire. Pour la première fois de sa vie, ce gamin qui s'était moqué de ma pauvreté réalisait que sa mère était sur le point de tout voler et de le laisser derrière lui.
J'ai appelé oncle Marcus. Je ne vais pas mentir, une partie de moi voulait juste que tout explose. Après la façon dont ils m'ont traité, cela aurait été un joli karma. Oncle Marcus est immédiatement descendu à la laverie automatique. Michael tremblait encore lorsqu'il montra tous les messages à oncle Marcus. Je n'ai jamais vu oncle Marcus avoir l'air aussi vide, comme si son visage venait de se fermer. Il a passé quelques appels. Il s'avère que son avocat se méfiait depuis un certain temps de certains comptes professionnels. Les chiffres ne s'additionnaient pas, mais tante Lisa s'occupait de toute la paperasse. Oncle Marcus lui faisait confiance pour tout, donc personne ne regardait de trop près. L'avocat a examiné chaque compte, chaque transaction. Vous savez combien il comptait voler ? 4,3 millions de dollars. Ils avaient déjà transféré près d'1 million de dollars vers des comptes offshore. Toutes ces fois où tante Lisa se plaignait des impôts fonciers et des factures de services publics, elle volait aussi cet argent. Mais le vrai coup dur, une partie de cet argent provenait des fonds universitaires de Michael et Rebecca. Leur propre mère volait leur avenir pour s'enfuir avec mon beau-père. Oncle Marcus a fait venir toute une équipe d'avocats et de comptables. Ils ont découvert toutes ces fausses sociétés que tante Lisa avait créées. Elle envoyait des chèques à ces sociétés pour l'entretien ou les fournitures, mais l'argent allait simplement vers des comptes plus secrets. Pendant que tout cela se passait, tante Lisa se comportait tout à fait normalement. Elle publie toujours ses selfies d'entraînement sur Instagram, organise toujours ses réunions PTA, fait toujours semblant d'être cette maman riche et parfaite. Derek était pareil, emmenant ma mère à des événements caritatifs, lui achetant des affaires chères, jouant le rôle du mari dévoué. Les avocats ont dit que nous devions attendre, obtenir plus de preuves avant de les confronter. Mais Rebecca a également tout trouvé sur l'iPad. Elle est venue chez moi un soir, le visage recouvert de mascara à force de pleurer, me demandant si elle pouvait rester avec moi. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas d'endroit idéal pour dormir. C'était bizarre de la voir là. Cette fille qui s'était moquée de moi parce que j'étais sans abri était maintenant elle-même sans abri. Elle ne supportait pas d'être dans la même maison que tante Lisa après avoir tout appris. Elle dormait sur mon petit futon, utilisait mon shampoing bon marché, portait mes vêtements Target et n'arrêtait pas de s'excuser pour la façon dont elle me traitait. Mais honnêtement, il suffisait de la voir réaliser que l'argent ne fait pas de vous une bonne personne. Oncle Marcus demandait à ses informaticiens de suivre tous les comptes et de surveiller chaque transaction. Le plan était de les rattraper juste avant qu'ils n'essaient de s'enfuir. Mais tante Lisa a dû comprendre que quelque chose n'allait pas parce qu'elle a commencé à déplacer de l'argent plus rapidement. Le lendemain matin, c'était la fête du 18e anniversaire de Michael. Tante Lisa avait prévu cette énorme chose chez eux, embaucher un DJ, un traiteur et même installer un mini-golf dans le jardin. Elle se comportait très gentiment avec tout le monde, probablement parce qu'elle pensait que c'était son dernier week-end là-bas. Oncle Marcus a décidé que c'était à ce moment-là que nous les confronterions, que nous préparerions toutes les preuves et que nous rassemblerions tout le monde au même endroit. Je me souviens que Rebecca avait demandé si nous devions d'abord avertir ma mère, mais oncle Marcus a dit non. Nous avions besoin de voir sa véritable réaction pour savoir si elle était impliquée. Le matin de la fête d'anniversaire de Michael était bizarre. Genre super bizarre. Tante Lisa court partout pour arranger les centres de table et vérifier la restauration tout en prévoyant littéralement de disparaître avec mon beau-père le lendemain. Rebecca et moi aidions à nous installer, sachant toutes les deux que tout était sur le point d'exploser, essayant d'agir normalement. Michael avait l'air d'être sur le point de vomir à chaque fois que sa mère le serrait dans ses bras. Oncle Marcus avait tout ce plan. Son avocat se présentait à l'improviste avec des documents urgents pendant la fête. Il rassemblait tout le monde dans le salon et jetait ensuite toutes les preuves. Le FBI attendait en fait à proximité. Ouais, de vrais agents du FBI, parce qu'apparemment, voler des millions à des entreprises légitimes tout en prévoyant de fuir le pays est un peu leur truc. Ma mère est arrivée tôt, toute excitée par la fête. Elle ne m'avait pas parlé depuis toute cette histoire de pensionnat en Suisse, mais elle se comportait comme si tout allait bien. Derek entra derrière elle avec cet énorme cadeau emballé. J'ai découvert plus tard qu'il s'agissait d'un système de jeu sophistiqué. Je suppose qu'il essayait d'acheter le silence de Michael ou quelque chose du genre. La fête a commencé à 14 heures. Tous ces enfants riches de l'école de Michael se présentaient dans des BMW et des Mercedes que leurs parents les avaient achetés. Le DJ joue de la musique. Les gens nagent dans la piscine. Tout semble tout à fait normal, sauf que Rebecca, Michael et moi regardons simplement tante Lisa et Derek, qui continuent de vérifier leur téléphone et de se chuchoter. Vers 16 heures,
l'avocat s'est présenté. Il porte cette épée dossier et a l'air super sérieux. Le visage de tante Lisa quand elle l'a vu. J'aurais aimé avoir une photo. Elle le savait. Ils rassemblèrent tout le monde dans le salon. Certains amis de Michael ont essayé de rester, mais oncle Marcus était comme, seulement la famille, dans cette voix qui les a fait partir très vite. Ma mère se plaignait d'avoir interrompu la fête, mais l'avocat a ensuite commencé à disposer des documents sur la table basse, relevés bancaires, email, relevés de transfert, photos de tante Lisa et Derek ensemble, provenant d'un détective privé. À chaque papier qu'il déposait, la pièce devenait plus calme. Puis il a joué un enregistrement. Tante Lisa et Derek parlent de leur projet, riant de la stupidité de tout le monde de ne pas s'en rendre compte. Ma mère a arrêté de respirer lorsqu'elle a entendu la voix de Derek. Tout simplement gelé. Tante Lisa a essayé de dire que l'enregistrement était faux, mais ensuite oncle Marcus a sorti son iPad, celui sur lequel Michael a trouvé les messages, et a commencé à lire leur texte à haute voix. Vous tous, les cris qui ont suivi. Maman s'est lancée sur Derek et a commencé à le frapper avec son sac à main, qui contenait environ 1 million d'objets métalliques. D'ailleurs, tante Lisa a essayé de courir vers la porte, mais les gars du FBI étaient déjà là. Une agente dit simplement, « Lisa Anderson, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique et détournement de fonds. » Ils les ont emmenés tous les deux menottés. Derek n'arrêtait pas de crier qu'il avait une bonne explication. Tante Lisa pleurait à quel point nous avions ruiné sa vie. Mais savez-vous quel a été le pire? Aucun d'eux n'a même regardé leurs enfants. Par exemple, la fête des 18 ans de votre fils vient de se transformer en scène de crime et vous ne pouvez même pas vous excuser. Maman a eu une dépression complète. Comme une véritable hystérie. Il s'avère que Derek avait aussi utilisé son argent. Elle avait signé un tas de papiers sans les lire parce qu'elle lui faisait confiance, dit-elle. Et il avait pratiquement volé tout ce qui lui restait de l'assurance vie de son père. Les semaines suivantes furent folles. L'enquête du FBI a révélé encore plus de choses. Tante Lisa et Derek préparaient ça depuis plus d'1 an. Ils avaient de faux passeports, des comptes à l'étranger, toute cette vie secrète était prête à démarrer. Ils avaient volé presque tout le monde, les affaires, les fonds des études universitaires des enfants, et même l'argent des œuvres caritatives provenant des événements chics auxquels ils allaient toujours. Pendant que tout cela se passait, oncle Marcus observait comment tout le monde gérait la situation. Rebecca et Michael ont emménagé dans mon petit appartement. Nous avions tout ce système. Michael a dormi sur le futon. Rebecca a partagé mon lit. Et nous partagions tous une salle de bain, ce qui était intéressant. Ils ont tous deux trouvé un emploi à la laverie automatique. Rebecca est en fait très douée avec les clients lorsqu'elle n'est pas méchante avec eux. Et Michael, les enfants ont un talent pour réparer les machines. Il a découvert ce problème avec le séchoir industriel que même le réparateur n'a pas pu résoudre. Maman est allée en cure de désintoxication, pas pour de la drogue ou quoi que ce soit, juste pour tout régler. Elle était tellement concentrée sur son apparence parfaite, sur sa vie parfaite et riche, qu'elle avait ignoré tous les signaux d'alarme concernant Derek. Oncle Marcus est vraiment intervenu. Il nous a tout appris sur le business. Il dit qu'il veut que nous, moi, Rebecca et Michael, gérions cela ensemble un jour. Nous avons chacun des atouts différents. Je suis doué avec les chiffres, comme mon père. Rebecca est géniale avec les gens quand elle essaie. Et Michael a ce truc de génie bizarre avec les machines. La semaine dernière, nous sommes tous allés visiter la tombe de papa. C'était la première fois que nous y allions ensemble. Oncle Marcus nous a raconté d'autres histoires sur lui, sur la façon dont il avait contribué à bâtir toute cette entreprise tout en étant enseignant parce qu'il croyait qu'il fallait aider les gens. Tante Lisa et Derek sont maintenant en prison. Il s'avère que voler des millions et planifier la fuite du pays est en quelque sorte illégal. Ils essaient tous les deux de se rejeter la faute, ce qui serait drôle si ce n'était pas si triste. Michael et Rebecca ont encore du mal à s'en sortir. Par exemple, imaginez découvrir que votre mère se souciait plus de s'enfuir avec le mari de quelqu'un d'autre que de vous. Mais tu sais ce qui est bizarre? En fait, nous allons mieux maintenant. Comme nous tous. Maman s'occupe de ses problèmes au lieu de les cacher derrière des lunettes de soleil de marque. Rebecca et Michael ont appris ce que signifie réellement travailler pour des choses. J'ai appris que parfois, laisser les gens vous aider n'est pas une faiblesse. Parfois, je regarde ma vie d'aujourd'hui et je n'arrive pas à croire à quel point tout est différent d'il y a 1 an. C'est comme si j'étais assis ici dans la laverie automatique,
mon bureau maintenant. Je gère le lieu et ça me frappe. Même si j'ai perdu ma famille, je vais beaucoup mieux maintenant. DR, j'ai découvert que tante et beau-père étaient des amants secrets prévoyant de voler des millions et de s'enfuir. Ils ont été arrêtés lors d'une fête d'anniversaire. Maman a fait une dépression, est allée en cure de désintoxication, les cousins ont appris l'humilité en faisant la lessive et nous sommes tous devenus, d'une manière ou d'une autre, une vraie famille. De plus, papa jouait aux échecs 4 des d'outre-tombe.